Un champ de débris dans un coin perdu du Venezuela confirme la disparition d'un avion de ligne. Le vol 708 de West Caribbean Airways a mystérieusement chuté alors qu'il était à plus de 30 000 pieds. Un avion colombien a décollé de Panama avec 152 Français à bord. C'est le pire accident sur le territoire vénézuélien. Les dernières paroles de l'équipage West 708, avez-vous un problème? expliqueront-elles le drame? Oui, dis qu'on a une extinction des deux moteurs. En fait, elles ne font qu'épaissir le mystère. C'est un décrochage, commandant! Un décrochage! Car les pilotes ne sont pas d'accord sur le problème. Ce sera donc aux enquêteurs de démêler le vrai du faux. À l'aéroport international Tocumen de Panama, l'embarquement du vol 708 de West Caribbean Airways commence avec 2 heures de retard. Il est bien plus de minuit. Les 152 Français qui prennent ce charter rentrent en Martinique après avoir visité le canal de Panama. Le commandant de bord, Omar Ospina, vient d'arriver de Colombie avec son équipage. Compte tenu du retard, il doit reconditionner l'avion rapidement, mais l'attente va encore se prolonger. En effet, son copilote, David Munoz, l'informe qu'il y a des surréservations et même le strapontin du poste de pilotage est occupé. Je m'en occupe. Alejo, fais une annonce en espagnol et en anglais. C'est compris. Luis et Angela restent. Je les préviens. Une hôtesse et un steward ne partiront pas, car il n'y a pas assez de place pour eux à bord. Le devis de masse et centrage. En vérifiant le poids de l'avion Décollage de la 21 gauche. 3050 mètres. et la longueur de la piste, le commandant conclut qu'il est en mesure de décoller en toute sécurité. Sa trajectoire va faire passer l'avion à travers une zone de gros temps, mais rien que de très habituel à la saison des ouragans. On est prêt. Demande le repoussage. Sol, West Caribbean. 708, demandons repoussage, poste 28. West Caribbean 708. Repoussage approuvé, poste 28. Roulez piste 21 gauche. West Caribbean 708, 21 gauche, autorisé à décoller. V1. Rotation. À 1 h du matin, le vol 708 s'envole enfin pour Fort-de-France. Les pilotes ont décollé de Tocumen avec un avion lourd, et pour un vol plutôt long pour ce type d'appareil. La liaison doit durer 3 heures. L'avion est monté à 31 000 pieds, le niveau de vol initial qu'on lui avait attribué. Les pilotes avaient déposé un plan de vol avec un niveau de vol de croisière de 33 000 pieds, soit 10 000 mètres. L'équipage est aux commandes d'un MD-82, aisément reconnaissable grâce aux 2 moteurs montés à l'arrière du fuselage. Le MD-82 est un très bon avion. C'est un modèle dérivé du DC-9. Il est plus allongé, il consomme moins de carburant et il est équipé d'une instrumentation et d'une avionique plus moderne. Allume l'antigivrage. Plus l'avion monte, plus la température extérieure baisse. Donc les pilotes branchent l'antigivrage.
Après une demi-heure de vol, l'avion est à 31 000 pieds, soit 9 450 mètres, quand la météorologie se dégrade. Un ouragan de faible intensité qui approche au-dessus de l'Atlantique provoque des vents forts. Demande déviation par la gauche. Barranquilla, Ouest 708. Demandons altération de cap à gauche, cause météo. 708, autorisé à virer à gauche. Les pilotes sont souvent obligés de s'écarter de la route prévue initialement afin d'éviter le mauvais temps. Ça devrait s'arranger. Après 40 minutes de vol, l'avion a déjà consommé plusieurs tonnes de carburant pour voler plus haut. L'équipage a dû monter à 31 000 pieds, voler en palier en attendant que l'avion s'allège, puis aller à 33 000 pieds. Demande le 330. 330. Barranquilla, Ouest. 708. Demandons niveau 330. 708, autorisé au 330. Le commandant entame donc la montée jusqu'à l'altitude prévue de 33 000 pieds, soit un peu plus de 10 000 mètres. Coupe l'antigivrage moteur. Je ne peux pas accélérer. Apparemment, les moteurs ne répondent plus. Je vais aux toilettes. Mais l'équipage ne s'inquiète pas outre mesure. À environ un tiers du trajet, l'avion de West Caribbean entre dans l'espace aérien vénézuélien. Il y a du gâteau et du café pour tout le monde? Où il faut qu'on partage. Alors que la tempête redouble de violence, le copilote redoute le risque de givrage. J'allume maintenant. Il y a de la glace? Allume-le. Bientôt, les turbulences empirent. Quel sale temps. Allume le picto, attachez vos ceintures. S'il vous plaît, restez assise. Je baisse la lumière Pour que les gens ne se lèvent pas. On descend au 310. Demande. Maiquetía. Le centre de contrôle aérien de Maiquetía au Venezuela n'a pas de radar. Vous demandez à descendre au 310? Le contrôleur a donc besoin que les équipages lui disent où il se trouve. Le commandant coupe le pilote automatique Donne-moi 310. et l'avion commence à descendre à 31 000 pieds. Les turbulences redoublent d'intensité. Et le vibreur de manche se déclenche. C'est l'alerte la plus grave qui puisse se manifester. Le manche se met à vibrer pour avertir le pilote que l'avion vole à une vitesse dangereusement basse. Et à partir de 31 000 pieds, l'avion se met à chuter. C'est un décrochage, commandant. Un décrochage. L'avion tombe comme une pierre.
et l'équipage n'a que quelques secondes pour comprendre pourquoi. West 708. En descente, passons le 240. En descente, passant le 240. Avez-vous un problème? Oui. Dis qu'on a une extinction des deux moteurs. Extinction des deux Moteurs. Confirmé? Extinction des deux moteurs. Compris. Confirmez radial et distance de Punto Cabello si possible. Le contrôleur doit localiser l'avion. Négatif, négatif. On est à 14 000 pieds. 14 000. On descend, l'avion est incontrôlable. Baissez la tête. Baissez la tête. Baissez la tête. Confirmez si possible nombre de personnes à bord, intention et distance Par rapport aux aides à la navigation. 152 passagers à bord. Avion incontrôlable. En seulement 30 secondes, l'avion chute de 9000 pieds, soit plus de 2700 mètres. Compris, 152 personnes à bord. Affirme. Compris. Confirmez quel niveau vous passez, Whiskey Charlie. Whiskey Charlie Whiskey 708. Confirmez position si possible. Whiskey Charlie Whiskey 708. Confirmez position si possible. Alors qu'il volait à plus de 10 km au-dessus de la Terre, le vol 708 est mystérieusement tombé. Le contrôleur aérien du Venezuela ignore où il se trouvait et s'il y a des survivants. Le lendemain de la disparition du vol 708 de West Caribbean Airways, des villageois vénézuéliens signalent qu'un avion s'est écrasé sur des terres agricoles. Lorlis Ramos, la directrice générale de la commission d'enquête vénézuélienne, n'a encore jamais travaillé sur un drame de cette importance. Elle est choquée par le spectacle qu'elle découvre. Les 160 personnes qui étaient à bord, dont 152 ressortissants français de Martinique, ont trouvé la mort. Pour nous, c'était très impressionnant parce que c'était notre premier gros accident. En conséquence, la pression sur nos épaules était très forte. C'était le crash le plus meurtrier qu'il y ait jamais eu au Venezuela. L'ampleur de l'enquête a de quoi décourager. Lorlis Ramos sait que l'avion qui s'est écrasé compte parmi les plus sûrs du monde. Il y en a plus de 3000 qui volent chaque jour. Enquêter sur l'accident d'un avion aussi utilisé que le MD-82 est une sacrée responsabilité, compte tenu des conséquences que ça peut avoir sur le reste de la flotte. Il y a eu 160 passeports enregistrés. Les journalistes colombiens, vénézuéliens et français arrivent aussitôt sur les lieux. L'avion s'est écrasé dans une zone de non-droit près de la frontière colombienne où les enlèvements sont monnaie courante. L'armée explique aux enquêteurs qu'elle ne peut les protéger que pendant la journée. On n'a pas beaucoup de temps. Il est certain que mon équipe, y compris moi, n'était pas prête à faire face à une telle urgence. L'accident était d'une nature complexe et il a été très difficile de comprendre rapidement ce qui s'était passé. Une fois les dépouilles des victimes évacuées, les enquêteurs cherchent d'abord à savoir dans quel état était l'avion au moment de l'impact. Si le MD-82 était au complet, ça permettra d'exclure une dislocation en plein vol. On a pu repérer les 4 coins de l'avion. La queue, un morceau du poste de pilotage et des fragments des 2 ailes. Ça laissait entendre que ça n'était ni une explosion, ni quoi que ce soit de ce genre qui était à l'origine de l'accident.
Les enquêteurs interrogent le contrôleur. Ils avaient une extinction des deux moteurs. Avez-vous un problème? Dis qu'on a une extinction des deux moteurs. Quand le centre de contrôle aérien de Maiquetía nous a dit que l'équipage avait signalé une double extinction, on s'est aussitôt intéressé au fonctionnement des moteurs de l'avion. Oui, je m'y mets. Employé du NTSB, le BEA américain, Joseph Sédor enquête souvent hors des États-Unis. Dès qu'on nous signale un accident, on contacte le fabricant de la cellule et des moteurs. Comme au départ, il a été question d'une double extinction, on a réuni autant de renseignements que possible au sujet des réacteurs. Aucune trace d'incendie dans le moteur. L'Orlis n'était pas à la fête. L'accident avait eu lieu au milieu de nulle part. 4 pays étaient concernés et elle manquait de personnel. Examinons la météo qu'ils ont eue. L'enquêtrice sait que les orages violents peuvent endommager les réacteurs. En 1977, un DC-9 avait été victime d'une extinction en traversant un. Les 2 réacteurs avaient rendu l'âme. L'avion avait chuté de 17 000 pieds et percuté le sol avant de se transformer en boule de feu. Les moteurs peuvent s'être arrêtés soit à cause de fortes pluies qui se seraient engouffrées à l'intérieur, soit à cause de turbulences. On peut comparer une extinction à une veilleuse de chaudière à gaz qui s'éteint. Le moteur fonctionne correctement, la combustion se fait à l'intérieur, mais subitement, la flamme disparaît et tout s'arrête. Si les 2 réacteurs se sont arrêtés, ça expliquerait pourquoi l'avion était intact en touchant le sol. Malgré tout, Lorlis Ramos sait que sa meilleure chance de découvrir ce qui est arrivé, ce sont les boîtes noires. Elles contiennent des données et des enregistrements sonores d'une importance cruciale. Mais la récupération de ces éléments s'annonce compliquée pour des raisons politiques. Une des difficultés, c'était l'aspect international. L'avion colombien avait décollé du Panama pour survoler le Venezuela, où il s'était écrasé. Donc, les Vénézuéliens se sentaient très peu concernés par le vol et par ses passagers. Le gouvernement vénézuélien, en froid avec les États-Unis, choisira qui examinera les boîtes noires. Comme c'était un avion fabriqué aux États-Unis, on a proposé de mettre nos installations à disposition pour l'exploitation des 2 enregistreurs. Mais il a été décidé que l'opération se ferait en France, au BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. L'enregistreur de vol et l'enregistreur phonique sont donc envoyés au Bourget. Le BEA a participé à l'enquête parce que tous les passagers étaient des citoyens français qui vivaient en Martinique. Les enquêteurs étudient une autre hypothèse qui expliquerait la défaillance des moteurs, une contamination du carburant. Ils recherchent le camion-citerne qui a assuré l'avitaillement à Panama. C'était important d'analyser le carburant, parce que ça pouvait être une des raisons expliquant la défaillance des réacteurs évoqués par l'équipage. L'analyse du combustible pour trouver des traces éventuelles de contamination a été demandée aux autorités panaméennes, mais elle s'est révélée négative. Bonjour, j'espère pouvoir vous aider. Joseph Sédor arrive de Washington avec 2 spécialistes des moteurs. À notre arrivée, une des premières choses qu'on a voulu voir, ça a été les réacteurs. Le spécialiste du NTSB et son homologue de chez Pratt & Whitney les ont examinés en détail. Et là, surprise.
Les deux moteurs tournaient à grande vitesse au moment de l'impact. Les indices montraient que tous deux fonctionnaient à très haut régime. Selon les enquêteurs, les réacteurs étaient donc en parfait état. Quand on a reçu les résultats de l'analyse des moteurs, on s'est rendu compte qu'ils avaient fonctionné parfaitement. Avez-vous un problème? Oui, dites qu'on a une extinction des deux moteurs. On a une extinction des deux moteurs! Les aubes tournaient à l'impact. L'extinction signalée par l'équipage n'avait jamais eu lieu. Le suspect numéro 1 dans l'enquête sur l'accident d'un des avions les plus utilisés est blanchi. Et il faut trouver une nouvelle piste. Donc on voulait récupérer les données des enregistreurs le plus vite possible. Les enquêteurs comptent sur les boîtes noires pour faire la lumière sur la cause du drame. Elles sont en France, où l'une d'elles a été ouverte. En écoutant l'enregistreur phonique, les enquêteurs sont surpris. C'est un décrochage, commandant! Un décrochage! Après avoir écouté l'enregistreur phonique, on a compris que l'avion avait décroché. Comment décroche-t-on à 30 000 pieds avec deux réacteurs en marche? Pour qu'un avion ait la portance nécessaire pour voler, l'air doit s'écouler très vite sur ses ailes. Il y a décrochage quand la portance se réduit au point de ne plus permettre de maintenir l'avion en vol. Il est rare qu'un avion soit victime d'un décrochage à pareille altitude. Et les enquêteurs comptent sur la deuxième boîte noire pour savoir pourquoi c'est arrivé. Quand nous avons ouvert l'enregistreur phonique, même s'il était très abîmé à l'extérieur, il était en bon état à l'intérieur. Et ça a été un grand soulagement pour nous. Mais une bonne partie de l'enregistrement est incompréhensible. Une partie des données n'était pas exploitable. Et des éléments décisifs avaient disparu. La position de la gouverne de profondeur, de la gouverne de direction, le cap, et plus important, les paramètres moteurs. Pour l'équipe, c'est une déception. Il nous faut ces paramètres. Les paramètres moteurs indiqueront quelle puissance les réacteurs fournissaient et permettront de dresser un tableau des dernières minutes du vol. Depuis Washington, le NTSB offre son aide. Des logiciels sophistiqués peuvent peut-être récupérer une partie des données manquantes. On a utilisé les données disponibles pour retrouver des renseignements concernant les moteurs. Les enquêteurs cherchent d'autres pistes susceptibles d'expliquer le décrochage. Gros orage, avec beaucoup de pluie. L'avion a traversé une zone de temps humide et glaciale qui a pu provoquer la formation de glace sur les ailes, un phénomène susceptible de conduire à un décrochage. Quand la glace s'accumule, la traînée et le poids augmentent, et la portance diminue. Le MD-82 est équipé d'un antigivrage. Quand il est actionné, cet appareil prélève de l'air chaud dans les moteurs et le ventile sur les ailes pour éviter la formation de glace. Qu'ont-ils fait contre la glace? Allume le picto, attachez vos ceintures. Quel sale temps. Au moment où l'avion grimpe à 33 000 pieds, le commandant prend une décision inhabituelle. Coupe l'antigivrage moteur. Un peu plus tard, le copilote David Munoz demande s'il faut le rallumer. Je l'allume maintenant? Il y a de la glace? Généralement, les pilotes examinent le rebord métallique extérieur de la fenêtre pour voir si de la glace s'y accumule.
Allume-le. Il semble que le commandant en ait vu. Aranquilla! Comme l'avion volait par un temps froid et humide, les enquêteurs ne comprennent pas pourquoi l'équipage n'a pas laissé l'antigivrage allumé. Compte tenu des conditions météorologiques, les pilotes auraient dû utiliser l'antigivrage pendant tout le vol. Les deux hommes auraient-ils commis une erreur qui aurait permis à la glace de s'accumuler sur les ailes et de provoquer le décrochage de l'avion? De nouveaux indices dans l'enquête sur le drame du vol West Caribbean 708 vont peut-être permettre de déterminer la cause de l'accident. Le NTSB a réussi à récupérer certaines données concernant les réacteurs du MD-82. C'était très important pour comprendre le fonctionnement des moteurs. S'il y a eu de la glace sur les ailes, les moteurs ont dû fonctionner à plus haut régime pour compenser le frottement qu'elles créaient. Les paramètres moteurs devraient le confirmer. Regardez, la puissance ne montait pas. En fait, elle diminuait. Donc, il n'y a pas eu de glace sur le profil. Si la glace n'a pas conduit au décrochage, que s'est-il passé? Les enquêteurs doivent établir pourquoi les réacteurs ne fournissaient pas la puissance nécessaire pour permettre au MD-82 de voler. Les manquements à la sécurité qui émaillent le passé de la compagnie ouvrent une nouvelle piste. Caribbean Airways a été sanctionné pour avoir fait voler des avions en surcharge. Les autorités colombiennes emmenaient régulièrement les avions à la pesée à Bogota pour comparer leur poids à celui inscrit dans le manifeste. Et parfois, ils étaient plus lourds que ce qui était indiqué. Le vol 708 a-t-il décroché à cause de son poids? Lors de notre visite à Panama, on a constaté que West Caribbean Airways ne contrôlait pas rigoureusement le poids des bagages de l'équipage et des passagers. Si un avion est trop lourd, il peut être incapable d'atteindre des altitudes élevées où l'air est moins dense. Les pilotes doivent faire leurs calculs avec soin. Les pilotes savent à quelle altitude ils peuvent voler en vérifiant les tables de performance, en y entrant le poids de l'avion et la température extérieure. Ce que les enquêteurs ignorent, c'est si le commandant Ospina a fait ou non une erreur de calcul. Ils essaient d'abord de vérifier si le vol 708 était lourd au point de décrocher. On a repris le nombre des passagers, des membres d'équipage, le poids de l'avion proprement dit et celui des bagages. Ils ont déjà fait des simulations avec le poids officiel de 67 tonnes 142. Ajoutons quelques tonnes, comme s'il y avait plus de bagages. Du fret mal pesé. Disons 70 tonnes 3. Les enquêteurs refont leurs calculs avec un avion nettement surcharge. Et une surprise les attend. Même avec une masse au décollage plus élevée, l'avion aurait pu maintenir le niveau 330. L'investigation est à nouveau dans l'impasse. On a loupé un truc. Reprenons à zéro. Après de longues recherches, les enquêteurs n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi l'avion a décroché. Merci. La solution tient à la façon dont la puissance est distribuée. Quand il est allumé, l'antigivrage est alimenté par les moteurs, ce qui réduit la poussée.
La baisse de poussée peut nuire aux performances en fonction du poids et de l'altitude de l'avion. Celui-ci pouvait voler à 33 000 pieds sans l'antigivrage. Allume l'antigivrage. Mais il ne pouvait pas dépasser 31 900 pieds avec l'antigivrage. C'était l'antigivrage. Il les a privés de puissance. 31 900, c'était le maximum. L'enquête a conclu que l'altitude à laquelle l'avion avait volé n'était pas adéquate, compte tenu de son poids et des conditions météorologiques rencontrées. Allume-le. L'avion a commencé à décélérer quand l'équipage a branché l'antigivrage, parce que ça a diminué la poussée des moteurs. Les enquêteurs concluent que c'est la réduction de la poussée qui a fait décrocher l'avion. Le devis de masse et centrage. Ils supposent que lorsque le commandant a calculé son niveau de vol de croisière, il a oublié d'inclure l'antigivrage. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, et ils en ont oublié certains. Si un problème de poussée a provoqué le décrochage, pourquoi l'équipage n'a-t-il rien remarqué? Notamment parce que lorsque le drame s'est noué, aucun des deux hommes ne pilotait. C'était le pilote automatique. Mais le pilote automatique ne doit pas laisser un avion décrocher. Alors pourquoi celui-ci n'a-t-il pas réagi? En étudiant le pilote automatique du MD-82, les enquêteurs tombent sur un bulletin des opérations aériennes de l'avionneur adressé à la compagnie 3 ans plus tôt. La vitesse R baisse jusqu'à déclencher l'avertisseur de décrochage, puis débrancher le pilote automatique. Le bulletin de Boeing décrivait un incident presque identique à celui qui était arrivé à l'avion de West Caribbean Airways. Il avertit les équipages que s'ils ordonnent au pilote automatique de maintenir l'altitude, ils doivent surveiller leur vitesse R. Le bulletin prévenait que lorsque le pilote automatique était branché à une certaine altitude, ce genre de problème pouvait survenir. L'altitude serait maintenue, mais la vitesse R risquait de diminuer si les pilotes ne la surveillaient pas. Pour maintenir l'altitude lorsque la vitesse se réduit, le nez de l'avion commence à se relever. L'incidence augmente pour améliorer la portance. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain angle, sinon on risque de décrocher. Dans ce cas-là, le pilote automatique a donné à l'avion une incidence trop élevée. C'est ce qui a provoqué le décrochage. Rien n'indique que cet important bulletin ait été transmis aux équipages de West Caribbean. Les enquêteurs ont reconstitué les événements qui ont conduit au décrochage. L'équipage ne surveillait pas ses instruments, pensant que le pilote automatique maintenait la bonne vitesse. À tort. C'est là que le commandant remarque un problème. Tu peux pas accélérer. Je vais aux toilettes. Ils avaient un problème, mais ils ne savaient pas pourquoi. Le commandant décide de descendre à une altitude où les réacteurs fonctionneront mieux. Descendre à 31 000 pieds était une bonne décision, et il a débranché le pilote automatique. Donne-moi 310. L'avion est au bord du décrochage, mais l'équipage pourrait encore facilement l'éviter. S'il avait atteint 31 000 pieds, pendant la descente, la vitesse aurait augmenté. L'avion aurait retrouvé de la portance, il se serait mis en palier et il n'y aurait plus eu de problème. Et c'est presque ce qui s'est passé. Sauf que le commandant a négligé la menace la plus importante. L'avion vole toujours lentement, le nez dangereusement relevé. À cet instant, l'équipage joue de malchance.
l'avion traverse une zone de turbulence et de vent violent. Il est vulnérable. Un courant ascendant de 30 km/h suffisait pour provoquer le décrochage. Les enquêteurs concluent que le MD-82 a été victime d'un courant ascendant violent qui a relevé le nez juste assez pour faire décrocher l'avion. Et l'équipage a mal géré cette crise. La communication entre les deux hommes a été très limitée. Le commandant pensait qu'il s'agissait d'une double extinction. Dites qu'on a une extinction des deux moteurs. On a une extinction des deux moteurs. Le commandant n'a donné aucune instruction au copilote. Il n'était pour ainsi dire obsédé que par une chose, les réacteurs. Ça pose problème dans ce genre de situation. L'enquête sur l'accident du vol 708 n'a plus qu'un seul mystère à élucider. Un décrochage! Munoz semble avoir compris. Pourquoi l'équipage n'a-t-il pas réussi à sortir de ce décrochage? Pour sortir d'un décrochage, il faut augmenter la poussée et baisser le nez de l'avion, c'est-à-dire pousser le manche. Mais l'enregistreur de paramètres indique que le commandant n'a fait ni l'un ni l'autre. Rien n'indique que le pilote ait poussé le manche pour réduire l'incidence et augmenter la vitesse. Il tirait sur le manche. À ce stade, c'était trop tard. Le commandant aurait dû pousser le manche. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Les enquêteurs découvrent un premier indice en réexaminant les paramètres moteurs au moment du décrochage. C'est ce qui l'a distrait. Quand l'avion a décroché, la puissance des deux moteurs a diminué simultanément. D'où la confusion des pilotes. Quand l'écoulement de l'air qui entre dans les réacteurs est perturbé, ça provoque une réduction de la poussée. À cause du courant ascendant, l'angle d'attaque des réacteurs a augmenté, ce qui a provoqué la diminution de la poussée. La puissance étant momentanément réduite, le commandant conclut à tort à une extinction. C'est un décrochage! Le copilote crie « C'est un décrochage, commandant, un décrochage !» Mais le commandant n'a pas répondu. Ça indique qu'il était obnubilé par les moteurs. Ignorant que l'avion décroche, le commandant aggrave sans doute la situation en tirant sur le manche, ce qui a pour conséquence de maintenir le nez très relevé. On a une extinction des deux moteurs. On a une extinction des deux moteurs! L'équipage n'a pas compris la situation qui se présentait à lui. West 708, en descente, passant le 240! Avez-vous un problème? Une extinction des deux moteurs! Les pilotes étaient secoués pendant le décrochage. Ils surveillaient les moteurs dont la puissance avait diminué. Et ils communiquaient avec le contrôleur aérien. Mais pendant tout ce temps, ils n'ont pas vraiment essayé de résoudre le problème. Pour eux, ça a été un moment très très difficile. Il est très important que les membres d'équipage communiquent de manière efficace. Mais dans ce cas précis, on ne les a pas entendus se parler. Il n'y a pas eu de communication entre eux. Le silence a presque régné dans le poste de pilotage jusqu'aux toutes dernières secondes précédant l'accident, lorsque les deux hommes ont compris que le problème était vraiment grave. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Ils ont franchi le point de non-retour. D'après l'enregistreur de paramètres, l'avion a atteint un taux de descente moyen d'environ 12 000 pieds par minute. Avec un tel taux, non seulement les jets les ont empêchés de mener une action coordonnée, mais les vibrations dans l'avion ont dû être très fortes. C'est pour ça que sur la bande enregistrée, leur voix chevrotte. Négatif, négatif! On est à 14 000 pieds. 14 000! L'avion est incontrôlable. Ça vient des vibrations violentes de l'avion.
Pour ceux qui étaient à bord, ce plongeon a été un véritable cauchemar qui a duré près de 3 minutes. Whisky, Charlie, whisky. Quand Lorlis Ramos et ses hommes interrogent les familles et les amis des pilotes du vol 708 de West Caribbean, Comment était-il en privé? ils découvrent des problèmes susceptibles d'expliquer le comportement de l'équipage. West Caribbean Airways traversait une très mauvaise passe sur le plan financier. En raison des difficultés économiques de la compagnie aérienne, les membres d'équipage n'avaient pas été payés depuis environ 6 mois. Il se peut que ça ait influencé sur la concentration du commandant de bord au moment de gérer cette urgence. Les enquêteurs découvrent que le commandant avait dû prendre un deuxième emploi pour arriver à joindre les deux bouts. Il travaillait au noir dans un bar. Évidemment, le stress que devait supporter le commandant à cause de sa situation financière était énorme. Et le carburant? C'est presque réglé. L'équipage, qui en était à son 3e ou 4e vol de la journée, avait patienté des heures en Colombie, parce que la compagnie ne pouvait pas payer le carburant de l'avion. L'équipage était très tendu à cause du retard et parce qu'il ignorait si le vol allait être annulé. C'est un décrochage, commandant. Un décrochage. Et le copilote de 21 ans aurait dû exprimer son avis plus clairement. Entre le commandant et le copilote, la différence d'âge était considérable. Ça a peut-être intimidé l'OPL à un moment où il aurait dû s'imposer davantage. J'allume maintenant. Il y a de la glace? Quel que soit l'âge du copilote, et quelle que soit l'expérience et l'âge du commandant de bord, tous deux ont le droit de préserver leur vie. Si l'OPL remarque que quelque chose se passe de travers, C'est un décrochage, commandant. Un décrochage. qu'il prévient le commandant et que ce dernier ne réagit pas, il doit prendre l'initiative. Le rapport conclut à un niveau de conscience de la situation des deux pilotes aux commandes insuffisant. Bien que les actions des pilotes aient été discutables, on s'est aussi intéressé à l'exploitant. Avait-il assez formé son personnel? En fait, il l'avait mal formé en gestion des ressources de l'équipage et en récupération de décrochage. Cet accident est dû à des facteurs multiples qui ne sont pas imputables uniquement à l'équipage. Les conditions dans lesquelles l'exploitant travaillait étaient déplorables. Et le temps passant, des défauts importants peuvent finir par avoir des conséquences négatives sur l'ensemble du fonctionnement d'une compagnie aérienne. Négatif, négatif. On est à 14 000 pieds, 2 moteurs, Avez-vous un problème? avion incontrôlable. Le rapport dresse une longue liste de recommandations pour éviter toute répétition de la tragédie du vol 708. Nous avons transmis nos recommandations en matière de sécurité aux autorités de l'aviation civile colombienne pour que les pilotes soient mieux formés à utiliser leur avion. Il faut aussi mettre l'accent sur la gestion des ressources de l'équipage et sensibiliser le personnel à l'utilisation du pilote automatique. Après cet accident, la compagnie a été interdite d'exploitation et elle n'a plus jamais repris son activité. Elle a fait faillite. Ce drame a malgré tout eu des conséquences positives. Les mesures de sécurité des MD-82 qui volent aujourd'hui ont été améliorées.